De moins 509 avant Jésus-Christ à moins 27, la République romaine se constitue peu à peu un immense empire. Ces conquêtes sont rendues possibles par un instrument militaire remarquable, la Légion. À effectif complet, une légion romaine compte 6000 hommes, répartis en cohortes, manipules et centuries. Elle comprend des fantassins et, à l'origine, des cavaliers. La discipline y est stricte et sévère. Les légionnaires sont des citoyens romains appelés, chaque année, en fonction des besoins de la guerre, pour défendre leur patrie. Leur service est souvent long. Il peut durer jusqu'à 16 années. Vers 100 avant Jésus-Christ, Rome domine, hors d'Italie, de vastes régions tout autour de la Méditerranée. La Sicile, la Sardaigne, la Corse, le sud de la Gaule, l'Espagne, la Grèce et, en partie, l'Afrique du Nord et l'Asie mineure. Les territoires soumis sont divisés en provinces dirigées par l'administration romaine. Les Romains y fondent des cités appelées colonies où s'installent des soldats. Les richesses tirées des conquêtes affluent en Italie, à tel point que le principal impôt payé par les citoyens romains peut être supprimé. D'immenses fortunes se constituent. Les esclaves, souvent des prisonniers de guerre, sont de plus en plus nombreux et le goût du luxe se développe. Les riches romains sont fascinés par la civilisation grecque et son raffinement. La littérature, l'architecture, les œuvres d'art, la religion, la pensée. Rome est toute puissante. Les Romains peuvent légitimement parler de la Méditerranée en disant « notre mère », Mar Nostrum. Mais il reste encore, pour des généraux ambitieux, des royaumes à soumettre et des terres à conquérir. Cette carte montre l'extension de l'Empire de Rome. En orange, l'Empire en 59 avant Jésus-Christ. En jaune, l'Empire en 44 avant Jésus-Christ. Jules César, illustration 2-1, Jésus-Christ, naissance et éducation de César Caius. Julius César, né en 100 avant Jésus-Christ. Caius est son prénom, Julius son nom de famille. Comme il est d'usage dans les familles nobles, l'enfant est doté d'un surnom, on l'appelle César, qui signifie éléphant, en l'honneur de son ancêtre qui terrassa l'une de ses bêtes. César naît dans une famille patricienne, c'est-à-dire une famille noble, parmi les plus anciennes de Rome. Les parents de César affirment d'ailleurs descendre de Iule, dont le père, aîné, est considéré comme le fondateur de la nation romaine, tandis que la mère d'Énée ne serait autre que Vénus, la déesse romaine de l'amour et de la victoire. Le père de Jules César est un homme politique. Sénateur et magistrat, il participe au gouvernement de la République. Sa mère, Aurélia, veille sur l'éducation de son fils, au moins jusqu'à l'âge de 7 ans. Le jeune César bénéficie de cours particuliers qui ont lieu dans sa propre maison. Un littérateur lui apprend à lire, écrire et compter. À partir de 12 ans, un grammaticus lui enseigne la littérature en latin, langue des Romains, mais également en grec, langue que tous les Romains cultivés connaissent. À partir de 16 ans, les études du jeune César sont orientées afin qu'il puisse suivre la voie de son père dans la carrière politique. Il lui faut apprendre à parler en public et en particulier à convaincre les gens sur le forum. Il étudie donc attentivement la rhétorique, art de maîtriser la parole. À côté de cet enseignement intellectuel poussé, il reçoit également une formation militaire. Il s'initie aux techniques de combat, mais aussi à la tactique et à la stratégie. Il sera un parfait athlète, pratiquant aussi bien l'équitation que l'athlétisme ou la natation. Sénat, conseil qui joue le principal rôle politique à Rome. Il administre les finances, il dirige la diplomatie, il a une grande autorité. Magistrat, citoyen élu pour exercer une fonction publique. République, du latin res publica, État dans lequel les citoyens choisissent ceux qui les gouvernent. Jules César, illustration 3. Une jeunesse semée d'obstacles. À la mort de son père en 86, Jules César est âgé de 14 ans. Il doit faire face, avec sa famille, aux troubles politiques qui secouent la République. Alors que les nouveaux territoires conquis hors d'Italie restent instables, les inégalités entre les riches et les pauvres augmentent dans le pays. Deux tendances s'opposent. Le Parti populaire qui préconise une distribution de terres aux pauvres et le Parti aristocratique qui protège les privilèges des citoyens riches. Alors que Jules César et sa famille sont liés à Marius, chef du Parti populaire, celui-ci meurt en 86, laissant Sylla à la tête du parti aristocratique,
maître absolu de Rome de 82 à 79. Jules César connaît alors de graves problèmes financiers et il quitte Rome pour faire son service militaire en Asie mineure et dans les îles grecques. Âgé d'une vingtaine d'années, il en profite pour suivre à l'étranger les cours de professeurs renommés. César ne revient à Rome qu'en 78, à la mort de Sylla. Jules César, illustration 4. La vie politique à Rome. Le cursus honorum est l'ensemble des fonctions que les magistrats, élus pour un an par les hommes citoyens romains, exercent successivement au sein du gouvernement de la République. Les quaesteurs s'occupent d'ordre des finances et du trésor de Rome. Les tribuns sont les magistrats de la plèbe, la population libre la moins riche et la moins considérée, dont ils défendent les droits et les intérêts. Un patricien ne peut exercer cette magistrature puisqu'il n'appartient pas à la plèbe. Les édiles entretiennent les rues, les bâtiments publics et surveillent les marchés. Les prêteurs rendent la justice. Au sommet de la hiérarchie, on trouve les 2 consuls, élus parmi les sénateurs candidats. Ils sont en quelque sorte pendant un an les présidents de la République romaine. Ils commandent aussi les armées. Il faut suivre le cursus honorum dans l'ordre avant de pouvoir accéder au consulat. Les anciens magistrats sont membres du Sénat. Avis, Jules César, illustration 5. Une brillante carrière politique. Jules César entreprend une carrière politique dans le Parti populaire. À l'approche de sa 30e année, il entame le cursus honorum qui va lui permettre d'exercer d'importantes fonctions publiques et d'entrer au Sénat. En 69, élu questeur, il se rapproche de Pompée qui domine la vie politique à Rome depuis la mort de Sylla et qui a été consul l'année précédente. Quelque temps plus tard, il devient même son gendre. En 65, il est édile et devient populaire en organisant, à ses frais, des combats de gladiateurs, très appréciés par les Romains. Élu grand pontife en 63, Jules César devient le chef des prêtres de la religion romaine et exerce ainsi une forte influence morale sur le peuple romain. En 62, il est prêteur, puis, en 61, il devient gouverneur en Espagne. Les campagnes électorales de Jules César, très coûteuses, sont financées par le richissime Crassus, ancien fidèle de Sylla, celui qui réprima en 72-61 la révolte d'esclaves dirigée par Spartacus. Soutenir César est, pour Crassus, un moyen d'équilibrer l'influence de Pompée, avec qui il partage le consulat. Finalement, les 3 hommes s'entendent et s'entraident. César apporte le soutien du Parti populaire et son prestige religieux, Pompée la gloire militaire et Crassus l'argent. Pour consolider l'alliance, Pompée épouse Julia, la fille de César. Enfin, grâce à ce triumvirat, en 59, César est élu consul. À 41 ans, il atteint la fonction politique la plus prestigieuse. Maître de la République romaine pendant un an, César fait distribuer des terres en Italie aux anciens soldats de Pompée et aux citoyens pauvres. Pour faire plaisir à ses électeurs et se faire des amis parmi les sénateurs, il n'hésite pas à dépenser beaucoup. Jules César, illustration 6, à la conquête des Gaules. Devenu consul, César cherche à obtenir un commandement militaire qui lui permettrait d'obtenir la gloire et l'indépendance financière. Une conquête enrichit le conquérant grâce aux butins et aux prisonniers vendus comme esclaves. Jules César choisit d'achever la conquête des Gaules. Les Romains sont déjà installés dans le sud du pays, en Provence et autour de la ville de Narbonne. Ils connaissent par le point faible des Gaulois. Malgré une culture commune, ces derniers sont divisés en une 60aine de peuples indépendants. Tous veulent préserver leur liberté, mais quelques-uns essaient de dominer leurs voisins, tandis que d'autres s'allient aux Romains. En 58, César est nommé gouverneur de l'Italie du Nord et de la Gaule transalpine, le sud de la France. 58 qu'il est chargé de protéger et de défendre, avec plusieurs légions sous ses ordres. Il commande à 50 000 fantassins, légionnaires bien entraînés et bien équipés. Très vite, César occupe toute la Gaule jusque-là indépendante. Il reste à transformer cette occupation en soumission durable des peuples gaulois. Il y faut au total 6 années de guerre durant lesquelles révoltes et expéditions punitives se succèdent. Pompée et Crassus sont alors toujours les alliés de César. En 55, ils deviennent de nouveau consuls et prolongent ses fonctions pour 5 ans. Mais Crassus meurt en 53. César et Pompée restent face à face. Pour l'instant, toutefois, la Gaule suffit à occuper César.
Jules César, illustration 7 Vercingétorix. En janvier 52, éclate en Gaule une rébellion. Les peuples gaulois paraissent en cette fois décidés à oublier leur division pour chasser les Romains. La plupart d'entre eux reconnaissent un commandant unique, Vercingétorix, chef des Arvernes, qui réussit à leur imposer une nouvelle façon de se battre. Dans les grandes batailles de fantassins, les légions organisées et disciplinées l'emportent toujours. Vercingétorix choisit donc de harceler les Romains avec des groupes de cavaliers qui surgissent et disparaissent rapidement et de dévaster les régions qui fournissent aux troupes romaines leur ravitaillement.